Bonjour à vous. Alors, bienvenue à l'avant-dernier chapitre du cours. Donc, nous avons fini la partie sur la cinématique. Nous avons fait la dynamique. Il nous reste 2 chapitres à voir sur le premier chapitre, l'énergie et le travail, chose que vous avez déjà pas mal vu dans votre cours de secondaire 5. Et le dernier chapitre qui partira sur les interactions. Donc, vous allez voir, on va faire 2 bonnes grosses vidéos avec ces chapitres-là et ça terminera le cours, on terminera la session. Donc allons-y avec énergie et travail. Bon, petit rappel, chose que vous avez vue en secondaire 5, la notion de travail d'une force. Donc le travail d'une force est égal à la force produit scalaire du déplacement, delta R. Et on se rappelle que le travail, c'est quoi? C'est un échange d'énergie. Donc en fait, on va retenir ceci. L'énergie initiale, on va mettre un travail et on va avoir de l'énergie finale. On va voir sous quelle forme on va l'écrire ça, mais c'est le principe de conservation de l'énergie. Le travail, c'est un échange d'énergie. Vous avez vu aussi la notion de puissance moyenne. Donc la puissance moyenne, c'est le travail divisé par le temps. Donc ça s'exprime en watts, alors que le travail s'exprime en joules. Et la puissance instantanée, alors définition mathématique, c'est la dérivée du travail par rapport au temps. Nous, on n'a pas vu la notion de dérivée, mais par contre, ce que vous savez, si on a une force qui est constante, la dérivée du déplacement par rapport au temps, c'est la vitesse. Donc pour trouver une puissance instantanée, c'est la force produit scalaire de la vitesse. Donc, il y aura 2 choses que vous devriez calculer, la puissance moyenne, la puissance instantanée. Donc, voilà ce qu'on retient pour la notion de travail. Ça, c'était le travail pour une force quelconque. Nous, on va s'intéresser aux différentes forces qu'on a rencontrées. Donc, allons-y. Avec, par exemple, le frottement. Donc, on prend un déplacement qui va être comme ceci. Ma force de frottement va être opposée à mon déplacement et donc forcément, qu'est-ce qui arrive? Le travail, la force de frottement est quelque chose qui enlève de l'énergie. Faites attention, on pourrait ici avoir une deuxième masse. Pour la masse 1, le travail qu'elle ferait sur la masse 2 lui enlèverait de l'énergie, mais pour la masse 2, en fait, le travail de la force de frottement, c'est elle qui l'entraînerait. Donc, le travail de la masse 1, le travail sur la masse 1 est donné à la masse 2. Et donc, on peut avoir un certain gain d'énergie. Donc voilà, on fait attention à ça. Si on inverse les déplacements que fait la force de frottement, elle s'inverse ici aussi. Donc c'est pour ça que le travail de la force de frottement, c'est quoi? C'est la force de frottement fois la distance. Donc faites attention à ça. La force de gravité maintenant. Travail de la force de gravité. Donc on fait la force de gravité fois le déplacement. Donc là, petit rappel mathématique. Donc F, produit scalaire d'un déplacement. Comment on calcule un produit scalaire? On peut faire avec les normes. F, delta R, cosinus de l'angle qui sépare les deux. Donc la différence des orientations. Mais on peut aussi utiliser les coordonnées cartésiennes, donc fx delta x plus fy delta y, et c'est ce qu'il y a vraiment de plus facile avec le poids. On voit que le poids est toujours en y. Le déplacement, lui, va se faire vers le haut. Donc ici, le déplacement, il aura une composante en x et une composante en y. L'avantage, quand on travaille avec l'énergie, on n'a pas besoin de pencher notre repère, on le garde horizontal, vertical. C'est le très gros avantage de l'énergie. Pas besoin de le pencher pour aller comme poser un X vers le déplacement. Il n'y a aucun problème. Et donc finalement, le travail de la force de gravité, c'est quoi? C'est la composante
de la force de gravité en x fois le déplacement en x, composante de la force de gravité en x, ça vaut 0, plus la composante de la force de gravité en y, moins mg, fois le déplacement en y, moins mg delta y. Et donc, on trouve bien que le travail de la force de gravité, c'est moins mg delta y. C'est aussi simple que ça. À chaque fois, on applique notre formule travail, produit scalaire du déplacement. Donc, on a vu la force de frottement, la force de gravité. Voilà. Donc, prenons un petit exemple. Donc, faisons un petit exemple. On a une particule qui est soumise à une force, alors, en X, en Y, et puis on peut même aller vous le donner en Z. Il ne faut pas oublier que on étudie en 2 dimensions, mais si on utilise le cartésien, on peut monter à 3 dimensions sans aucun problème. D'ailleurs, les positions sont données à 3 dimensions aussi. Quel est le travail effectué par la force? Alors, le travail effectué par la force, on a les coordonnées cartésiennes. On va donc faire fx delta x plus fy delta y plus fz delta z. Voilà, ça fonctionne. Donc fx delta x, on y va. Fx, ça vaut moins 3. Moins 3, 6 moins 4. Donc ça fait moins 3 fois 2. Ça va donner moins 6. Fy, ça vaut 2. Ça va vous donner 3 moins 5. Donc ça va donner 3 plus 5. Donc ça va donner 2 fois 8. Donc ça va vous donner plus 16. Et enfin, Fz, ça vaut 1. Moins 3, moins 2, ça va donner moins 5, le delta Z. Donc ça fait 1 fois moins 5, ça va donner moins 5. Donc on a 16, moins 6 plus 16 moins 5, ça va donner 5 joules. Voilà le travail. Quel est l'angle entre la force et le déplacement? Là, qu'est-ce qu'on a besoin de trouver? On a besoin de trouver la norme de la force. Alors la norme de la force, on applique le théorème de Pythagore à 3 dimensions. J'appelle ça le théorème de Pythagore à 3 dimensions. Ça va nous donner moins 3 au carré, plus 2 au carré, plus 1 au carré. Voilà, donc ça c'est exact. Donc ça vous donne une force de 3,74 newtons. Ça c'est la norme. C'est cool, hein, les coordonnées cartésiennes. Puis vous pourriez continuer avec 4e, 5e, 6e, 7e dimension. Ça, c'est un peu plus mathématique. Même chose pour le déplacement. Le déplacement, on fait le delta x au carré. Donc delta x au carré, c'est 2 au carré. Le delta y au carré, c'est 8. 8 au carré. Et le delta z au carré, c'est moins 5. Donc moins 5 au carré. On pourrait continuer. La norme de notre déplacement, ça vaut 9,64 mètres. Voilà. Et finalement, notre travail, c'est F, la norme du déplacement, fois le cosinus de la différence. Donc ça fait 5 est égal à 3,74 fois 9,64 fois cosinus de notre angle. On calcule notre angle et on trouve que ça fait 82 degrés. Voilà, donc des petites questions mathématiques, mais qui se résout très bien. Bon, là, on a vu tout, à chaque fois, on a fait notre calcul avec notre travail avec une force qui était constante. On gardait notre frottement constant. Alors, la norme, hein, parce que ici, le frottement peut changer de direction. Mais on a quand même à chaque fois, bon, le poids est constant. Si on a quelque chose qui n'est pas constant, on a une force qui est variable. La vraie définition du travail, c'est quoi? C'est l'intégrale de la petite différentielle de travail. Et la petite différentielle de travail, c'est une petite zone où on définit que la force F est constante. Voilà. Donc ça, c'est dans votre cours d'intégrale. Voilà. De toute manière, toutes les définitions qu'on vous a données depuis le début du cours de mécanique, en fait, souvent, il y avait une intégrale qui était cachée. Parce qu'on considérait quelque chose qui est constant. Pensez-y, même la deuxième loi Newton, la vraie définition de la deuxième loi Newton fait apparaître une dérivée et une intégrale. Au lieu, la masse, c'est pas constant. Bon, voilà. Mais vous verrez ça un petit peu plus tard. Bon.
Qu'est-ce que ça change? Vous, la seule manière que vous savez faire une intégrale pour l'instant, c'est faire une aire sous la courbe. Donc, on y va. Quel est le travail entre moins 4 et 0? Donc, ici, entre moins 4 et 0. Donc, ici, entre moins 4 et moins 2. Donc, on a moins 4, on a moins 2. Le moins 4 est plutôt là. Mon travail, il va être ici. Ça va être un travail qui va être négatif. Donc, ça va être moins 50 multiplié par mon déplacement. Donc, ma position finale, c'est moins 2. Ma position initiale, c'est moins 4. Voilà, donc moins ma position initiale, je trouve un travail qui va être négatif entre moins 4 et moins 2. Maintenant, entre moins 2 et 0, plus là, je vais avoir un travail positif, ça va être ce petit triangle. Donc, 1/2, on remonte jusqu'à 50, fois la position finale, c'est 0, moins 2. Moins 2, pardon. Moins 2. Voilà. Donc ici, la première partie, le rectangle, ça donne moins 100. La deuxième partie, le triangle, ça donne 50. Donc, je trouve un travail qui est négatif, qui vaut moins 50 joules. Voilà. Entre moins 4 et 0. Entre 0 et moins 4, en fait, c'est l'inverse. Vous inversez. Donc, le travail va être égal de 50 joules. Et enfin, dernière question, quel est le travail total? Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque tout simplement cette partie-là. Donc, vous avez à calculer. Donc, la première partie, on avait vu, c'est moins 100, le premier rectangle. Le deuxième triangle, c'est 50. Ici, on peut diviser. On aurait même pu aller un petit peu plus vite. On aurait pu dire que c'était un grand triangle entre moins 2 et 2. Bon, là, c'est pas plus grave. On divise un triangle avec un rectangle. Donc, ça fait 50 plus... ça fait 50 fois 2. Ça fait plus 100. Plus un petit triangle qui fait 1/2 fois 50 fois 2. Donc, ça fait plus 50. Vous avez ensuite, ici, un rectangle, donc plus 100 fois 4, donc ça vous donne 400, et vous terminez par un triangle qui est ici, qui vaut 1/2 fois 100 fois 2, donc qui fait plus 100. Donc si vous faites le calcul, au total, ça vous donne 600 joules. Voilà, c'est l'aire sous la courbe totale, donc on peut la voir, l'aire sous la courbe, on va juste la redessiner. On part de moins 4, donc au départ, on a une aire sous la courbe qui est négative, moins 100, et après, on rajoute une aire sous la courbe qui est positive ici. Donc au total, ça va nous donner une aire positive 600 joules. Bon, c'est juste pour se rappeler, vous pouvez, ce genre de graphique-là, vous pouvez tout à fait le retrouver pour, par exemple, de l'énergie en fonction du temps, etc. C'est le genre de petit graphique que vous devez prendre l'habitude de pouvoir travailler. Donc là, on a fait la force en fonction de la position, on pourrait faire la force en fonction du temps, la puissance en fonction du temps pour aller trouver l'énergie, par exemple, etc., etc. Donc, soyez pas étonnés si vous voyez des nouveautés. Vous devez être capable de vous habituer à, on vous présente un graphique, puis vous pouvez vous débrouiller avec. Bon. Nous, la seule force variable qu'on a vue, en fait, c'est la force élastique, la force d'un ressort. Donc, on vous rappelle quoi? On vous rappelle que la force d'un ressort, c'est moins K fois le déplacement du ressort. Donc, le déplacement du ressort, on a une position d'équilibre. Donc, on voit tout simplement, si j'ai un déplacement en X qui est positif, mon ressort veut repartir de l'autre côté, d'où le moins. Par contre, si j'ai un déplacement en X qui est négatif, mon ressort veut repartir dans les X positifs, d'où le moins, encore une fois. Donc le moins s'explique tout simplement le ressort, on veut contrer le déplacement. Donc si j'ai un déplacement qui est positif, ma force va être négative. Si j'ai un déplacement qui est négatif, pas trop loin, ma force va être positive. Voilà, donc moins K fois le déplacement. Maintenant, le travail, on pourrait le calculer en faisant quoi? En faisant l'aire sous la courbe. Donc l'aire sous la courbe, elle est assez simple à faire. Donc on va partir de la position initiale pour arriver à la position finale. Donc ici, on a tracé la force en fonction de X. Donc la force en fonction de X, on vient de le voir, c'est la loi de Hooke. C'est K moins X. Ça, c'est une droite avec une pente négative. On veut faire une aire sur la courbe. Donc qu'est-ce qu'on fait?
on va partir d'une position initiale pour se rendre à une position finale. Donc au départ, on va avoir ici l'aire de ce triangle en entier. Donc moins 1/2 de kx carré. Et on va enlever l'aire de ce triangle qui est ici. Et donc ça va vous donner l'aire sous la courbe qu'on veut, c'est bien celle-ci. Donc ça vous donne moins 1/2 de kx carré moins 1/2 de kx0 carré. Donc voilà le travail du ressort. À retenir, on va pouvoir l'utiliser. Donc exemple, tout de suite. Donc on peut faire le calcul. Un ressort horizontal a une constante de rappel de K égale 320 Newton par mètre. Déterminez le travail de compression pour faire passer le ressort de sa position d'équilibre 0 cm à moins 12 cm. Donc le calcul qu'on fait, c'est le calcul sur la masse. Alors, donc le travail du ressort qui va agir sur la masse. Donc une masse. On veut comprimer le ressort grâce à la masse. Donc le travail, ça va être moins 1/2 fois K, 320, fois la position finale. Donc la position finale, ça va être moins 0,12 au carré, moins la position initiale qui vaut 0, 0 au carré. Si vous faites le calcul de tout ceci, vous trouvez moins 2,304 joules. Ce moins, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie qu'on a donné de l'énergie au ressort. Parce que le moins, là, le travail qu'on a calculé, c'est le travail du ressort sur une masse qu'on a calculée. Donc, le ressort enlève moins 2,3 joules. Le ressort reçoit 2,3 joules. On a comprimé le ressort. Pour comprimer un ressort, on doit lui donner de l'énergie. Et ce calcul qu'on a fait là, ce n'est pas le travail sur le ressort, c'est le travail sur ma malle, sur la masse qui comprime. Deuxième question, si le ressort part de la position et se détend de 4 cm. Donc on va faire le calcul, encore une fois, du travail que va le travail du ressort sur la masse. Donc on calcule. Moins 1/2 fois 320. On se détend de 4 cm. Donc on revient vers la position initiale de 4 cm. C'est ça que ça veut dire. Donc on va passer, la position finale, ça va être moins 0,08 cm au carré. Moins 12 plus 4. Moins 0,12 au carré. Donc, vous faites le calcul et cette fois-ci, vous trouvez une valeur qui est positive, 1,28 joules. Ça veut dire que le ressort a donné de l'énergie à la masse. Dans le premier cas, pour le compresser, le ressort doit recevoir de l'énergie. Dans le deuxième cas, lorsqu'il se détend, le ressort donne de l'énergie à la masse. Voilà ce qu'il fallait calculer. Bon, donc là, on vient de voir comment calculer le travail de différentes forces. Donc on a vu des forces, la force de frottement, le poids, on a vu aussi le ressort. Pour les autres forces, vous appliquez tout simplement la formule F produit scalaire du déplacement. Vous allez voir, on va le faire avec une normale, etc. Vous pouvez le faire avec une force de frottement centripète. Vous pourrez réfléchir, c'est quoi son travail d'une force de frottement centripète. Entre parenthèses, ça vaut 0. Essayez de le démontrer. Ça vaudra toujours 0. Même chose pour le travail d'une normale, souvent ça vaut 0. On va voir pourquoi. Bon, théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique, la somme des travaux est égale à la différence de l'énergie cinétique. D'où est-ce que vient ce théorème? Ce théorème se démontre très facilement avec quoi? Avec la deuxième loi de Newton. Je ne vous demanderai pas de le démontrer, mais je vous montre d'où est-ce que ça vient. La somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Pour avoir le travail, il suffit de faire le produit scalaire à gauche avec le déplacement. Et ici, vous aurez la masse, l'accélération fois le déplacement. Donc ici, là, on voit quoi? On voit apparaître la somme des travaux. Et
L'accélération produit scalaire du déplacement, c'est un résultat que finalement on connaît très bien. Pourquoi? Parce que la vitesse finale au carré moins la vitesse d'origine au carré, plus 2 fois l'accélération produit scalaire du déplacement. Donc l'accélération produit scalaire du déplacement, ça vaut 1 demi de v carré moins v0 carré, et vous voyez que vous multipliez ça par la masse, vous retrouvez bien la somme des travaux est égale à 1 demi de mv carré moins 1 demi de mv0 carré, et à ce moment-là, on voit que v c'est pour la position finale, v0 c'est pour la position d'origine, donc on peut dire que c'est une différentielle, la différence d'énergie cinétique en posant l'énergie cinétique comme étant égale à 1 demi de mv carré, qu'on va appliquer à la position finale et à la position initiale. Donc, à la position, vous voyez, on a toujours dit, à une position, on a une énergie. C'était quoi l'énergie? Ça dépend, ça peut être une énergie thermique, une énergie globale, etc. Là, on va parler d'énergie cinétique. À une position, on peut dire qu'il y a une énergie cinétique. Donc voilà. Bon. Là, on a un exemple à faire. Cet exemple, il va être un petit peu plus long. Je ne sais pas si j'ai la place. Non, j'ai pas la place ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se rajouter. Hop! On va se rajouter ceci. Ah, il m'a dupliqué. Il m'a dupliqué aussi les notations. C'est pas ce que je voulais. Donc, on va aller rajouter une diapositive. Parfait. On va prendre ceci. Ah, c'est parce que je suis en dessin. C'est pour ça qu'il ne veut pas. Je veux que tu sois en dessin, merci. Bon, il va rester en dessin. On va arrêter là. On va passer à cette diapo. Pourquoi tu veux pas me passer en accueil? Je veux plus être en dessin. Enlève-moi 2 dessins, voilà. Bon, voilà. Ça fonctionne. Les aléas du direct, on prend ça. Hop, on va le mettre ici. Parfait. Et on va le mettre là. Et on va pouvoir le résoudre. On se remet en mode dessin. Voilà. Bon. Alors, exemple 7.4. On monte une masse de 2.5 ayant comme vitesse initiale 2 mètres par seconde. On se rappelle, pour pouvoir résoudre le problème, on se fait toujours un schéma. Ça ne change pas les méthodes. Donc, première chose, on va aller se faire un schéma. On va traduire ce qu'on nous donne. Donc ici, on a un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Avantage, nous sommes avec l'énergie, on ne s'embête pas. Repère horizontal, vertical. Ici, j'ai une masse. Maintenant, je place les forces. Alors, dernier examen, j'ai commencé à regarder vos examens. Vous avez un petit peu de difficulté. Le problème le plus dur était clairement le problème 2. Quand vous avez 2 masses ou plus, en fait, vous devez trouver la force de chacune des masses. Donc ici, il faut qu'on trouve les forces qui vont agir. Les forces qui vont agir, on a le poids qui est vertical, on a la normale qui est comme ceci, on aura une force F qui va être comme ceci à 20 degrés, et on a une force de frottement. On a toujours les mêmes forces qui agissent. C'était la même chose dans le problème. Même quand on vous fait trouver une force centripète, c'est dans ces forces-là, il n'y a pas d'autres forces. Donc juste pour information, par exemple, vous aviez un disque qui tourne et vous aviez une masse. Qu'est-ce qui était force centripète? C'était la force de frottement. Donc la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération centripète. La seule force centripète que vous aviez ici, c'était la force de frottement. Donc vous aviez mu s fois la normale, qui était égale à mv carré sur r. Voilà, ce genre de choses. Même chose, une roue qui tourne, je cherche force de frottement. Ici, j'avais la normale, là, j'avais le poids. Donc la normale et le poids en entier étaient force centripète. Vous avez quelque chose qui est comme ceci, qui tourne là, c'est la tension en X qui est force centripète. Et pour trouver la tension
en X, bah, le poids et la tension en Y vont aller se compenser. Donc vous voyez, c'est toujours, ça revient toujours la même chose. Je vous rappelle ça parce que je vais corriger pour les quelques copies que j'ai commencé à regarder. Vous aviez de la difficulté. Ça doit devenir automatique. La réflexion de c'est quoi les forces sur notre masse. Bon, vous voyez, dans ce problème-là, bah, il n'y a pas tant de réflexion à avoir. Vous avez 4 forces qui apparaissent. Bon. Ok. Alors, on continue. J'ai trouvé mes forces. Maintenant, qu'est-ce que j'écris? J'écris le théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique, donc, il s'écrit comme ceci. La somme de tous les travaux, c'est égal à la différence d'énergie cinétique. En fait, dans ma méthode, c'est mon point 2. Au lieu d'utiliser la deuxième loi Newton, j'utilise une nouvelle forme de calcul, une nouvelle manière de calculer, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Ça revient à faire la même chose que la deuxième loi Newton, mais finalement, c'est très pratique parce que c'est très rapide. Et vous n'avez pas à vous inquiéter, est-ce que vous êtes en X, en Y? C'est l'avantage. Par contre, ça ne vous donne pas la direction et le sens de votre vitesse. C'est à vous de trouver, mais la direction et le sens de la vitesse, là on va le voir, ça va être suivant la pente. Donc les travaux qu'on a, on a 4 forces, donc on a 4 travails. Le travail de la normale, le travail du poids, le travail de la force de frottement, le travail de la force F. Et le tout, ça va faire varier la vitesse de notre objet. Le travail de la normale, on ne l'a jamais calculé, mais regardez bien. Le déplacement, il se fait suivant, ça c'est mon déplacement, delta R. Donc si je regarde, ma normale est toujours perpendiculaire à mon déplacement. Donc est-ce que ma normale travaille? Non, parce que vous allez faire la normale fois le déplacement fois le cosinus de 90 degrés qui vaut 0. Donc le travail de la normale vaut 0. Même chose pour une force centripète. La force centripète est comme ceci, le déplacement est comme ceci, le déplacement est comme ceci, la force centripète est comme ceci. Une force centripète ne travaille pas. Et heureusement pour nous, ça veut dire que la Terre peut continuer à tourner. Parce que si elle travaillait, elle prendrait de l'énergie à la Terre. Donc ça, c'est intéressant. Le normal est une force qui, des fois, ne travaille pas. Bah, ici, dans ce cas-là, quand elle ne travaille pas. Le travail du poids. Ça, le poids, lui, vous savez qu'il travaille, il vaut moins mg delta y. On l'a vu. Le travail de la force de frottement. Vous savez aussi que la force de frottement travaille, ça va être moins la force de frottement fois la distance parcourue. Bah, la distance parcourue ici, ça va être le déplacement que vous allez faire. Et enfin, le travail de la force F. Donc là, on a deux forces qui enlèvent, qui empêchent le mouvement. Donc ça va être deux travaux négatifs, mais la force F va être quelque chose de positif. FR, et on voit que ça va être cosinus de 20 degrés. Et ça est égal à la différence d'énergie cinétique. Donc, on peut faire le calcul. Mg, bon, Mg, bah, c'est pas, ça pose aucun problème. Ça va donner moins 2,5 fois 9,8. Et c'est quoi la hauteur? Fois 3 sinus de 30. Voilà. La force de frottement. La force de frottement est un petit peu plus dure à trouver. Comment on trouve la force de frottement? C'est là qu'intervient la somme des forces en Y. La normale, ce n'est pas l'inverse du poids. Ce que vous faites, la somme des forces en Y. Alors, la somme des forces en Y, quand on parle de la somme des forces en Y, comme si vous étiez en dynamique et que vous aviez un repère qui était branché. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la normale plus mg sinus de l'orientation par rapport à un angle qui est penché, donc 270 moins 30, et ça vaut 0. Il n'y aura pas de déplacement en y', notre repère qui serait penché. Donc là, on est en train de faire la somme des y pour un repère penché, somme des y'.
Donc la normale est en Y'. Ça vaut 0. Donc la normale vaudra moins mg sinus de 240. Donc ça, c'est un calcul que vous pouvez faire et que vous voyez, encore une fois, ça revient toujours la même chose. Donc la force de frottement, ça vaut μc, 0,3. Donc là, vous faites mg sinus de 240, donc ça sera moins mg sinus de 240, ce qui va donner, je l'avais calculé, bon, on va juste refaire le calcul, 2,5 fois 9,8 fois sinus de 240, donc ça fait 21,1 fois 0,3, ça va donner moins 6,36, voilà, donc, fois 21,2, ça c'est la normale. Le déplacement, ça va donner 3. Oh, est-ce que j'ai fait une erreur de calcul? Je refais mes calculs. Alors, la masse, 2,5. La masse, c'est 2,5 fois 9,8 fois sinus de 240. Donc, ça me donne 21,1 que je multiplie par le μc fois 0,3. Ça donne moins 6,36, mais qu'on doit multiplier par la longueur. Donc ça fait moins 19. Ah ah, je l'avais oublié dans mes calculs. Donc là, je viens de m'en apercevoir. Plus, maintenant, la force F. Donc la force F, c'est 45. La distance parcourue, c'est 3 cos 20. Et ça vaut la différence d'énergie cinétique. Donc, si on refait les calculs, donc 2,5 fois 9,8 fois 3 fois sinus 30. 2,5 fois 9,8 fois 3 fois sinus 30. Donc on a moins 36,75. Ça, c'est le travail de la force de gravité. Maintenant, le travail de la force de frottement. Donc ça fait 0,3 fois la normale. 21,2 fois le 3 mètres. On a moins 19,08. Donc on voit ces deux travaux qui sont négatifs, ça enlève de l'énergie. Par contre, on a la force F qui donne de l'énergie, 45 fois 3 fois cos 20, ça va donner 126,85. Et ça est égal à la différence d'énergie cinétique. Donc 126 moins 19,08 moins 36,64. La différence d'énergie cinétique est égale à 71,03 joules. Alors, maintenant, on cherche, calculer le travail pour chacune des forces, on vient de le faire, et l'énergie cinétique en haut du plan. Bon, bah, on a l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale, 1/2 de la masse, 2,5. Initialement, elle a une vitesse de 2 au carré, donc ça va donner ce qu'on vient de dire, 71,3. Donc, l'énergie cinétique en haut, donc à 71, on rajoute l'énergie cinétique initiale, fois 2,5 fois 4, ça va nous donner 76. L'énergie cinétique finale est de 76 joules. Et à ce moment-là, vous pouvez trouver très facilement la vitesse finale, 1/2 de la masse fois la vitesse finale, donc fois 2 divisé par la masse de 2,5, on fait la racine de ceci, on a une vitesse finale de 7,79, donc 7,8 mètres par seconde. Voilà. Bon. Vous voyez le genre de calcul qu'on peut vous emmener à faire. Là, ça, c'est un problème qui est parfait pour l'examen. Petit problème sur l'énergie, ça s'utilise très bien avec cette forme-là du théorème de l'énergie cinétique. C'est une première forme qu'on peut lui donner. On continue. Maintenant, en fait, le théorème de l'énergie cinétique, c'est pratique, mais on aimerait bien retrouver un peu un principe qu'on connaît, c'est le principe de conservation de l'énergie. Donc, on aimerait bien retrouver une forme qui ressemble à ceci.
à l'énergie mécanique de notre position initiale plus le travail est égal à l'énergie mécanique finale. Or, pour l'instant, ce qu'on a, c'est cette forme-là. Bon, ça c'est le théorème de l'énergie cinétique, première forme. On aimerait retrouver sous cette forme-là, qui est très compréhensible et qui nous dit on conserve l'énergie. Là, ce qu'on va faire, on va les définir ce qu'on appelle des forces conservatrices. Les forces conservatrices, c'est très simple comme définition. C'est le travail d'une force conservatrice va être égal à 0 si la position initiale est égale à la position finale. Donc en fait, le travail d'une force conservatrice ne va dépendre que des positions finales et des positions initiales. N'importe quel chemin que vous preniez, le travail va être le même pour les forces conservatrices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais aller du point A, je vais aller du point B. Avec une force conservatrice, que je fasse ceci, que je fasse ceci ou que je fasse ceci, le travail va être le même. Alors que vous comprenez que si, par exemple, on prend la force de frottement, ça dépend de la distance qu'on va parcourir. La distance de la piste 1, de la piste 2 et de la piste 3 n'étant pas la même, le travail de la force de frottement ne sera pas le même. Donc, la force de frottement est non conservateur. On retient ça. Nous, les forces conservatrices qu'on connaît, il y en a deux, en fait. Il y a la gravité, puisque la gravité, on sait que le travail est égal à mg delta y. Delta y, ça ne dépend que de la position finale et de la position initiale. Donc, en fait, on a vu que le travail de la force de gravité, c'est moins mg y final moins y initial. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement définir, on dit que ce travail-là, on va garder le moins, puis on va définir la notion de mgy ou mgh, qui va être ceci. U va être égal à mgh, donc on trouve un travail est égal à moins delta U, et en fait on comprend maintenant la définition. La différence d'énergie potentielle est égale à moins au travail conservateur. Donc ça, c'est le travail de la force de gravité. La force de gravité est conservatrice. On peut avoir exactement le même raisonnement avec le ressort. On a moins 1/2 de kx carré moins x carré moins x0 carré. On définit le travail de l'énergie potentielle du ressort étant égale à 1/2 de kx carré. L'avantage de faire ça, c'est qu'on va pouvoir associer une énergie en chaque point, en chaque position. Je vais avoir l'énergie cinétique qu'on avait vue parce que j'ai une vitesse à cette position, mais je vais aussi avoir une position, une hauteur, et je vais aussi avoir une compression du ressort. Donc voyons qu'est-ce qui se passe. La somme des travaux, c'est égal à la somme des travaux des forces conservatrices plus la somme des travaux des forces non conservatrices. C'est égal à la différence d'énergie cinétique. D'un côté, on garde les forces non conservatrices. Donc, les forces non conservatrices, c'est toutes les forces qu'on a vues, sauf la gravité et la force élastique. Autre force conservatrice que vous allez voir au cégep, c'est la force électrique. Vous allez le voir. D'ailleurs, la tension et le potentiel électrique et énergie potentielle. Voilà une petite explication, vous verrez ça en NYB. Donc la somme des travaux des forces non conservatrices est égale à la différence d'énergie cinétique moins la somme des travaux non conservatrices, qui va nous donner la somme des travaux non conservatrices est égale à la différence d'énergie cinétique plus la différence d'énergie potentielle. L'avantage de ça, c'est qu'on peut définir la notion d'énergie mécanique. L'énergie mécanique en un point, ça va être l'énergie cinétique en ce point, plus l'énergie potentielle en ce point, avec l'énergie potentielle de gravité et l'énergie potentielle du ressort. Oh! Donc voilà déjà une deuxième forme. Deuxième forme qu'on peut dire, la somme des travaux non conservateurs est égale à la différence
d'énergie mécanique. Bon. C'est une deuxième forme du théorème de l'énergie cinétique, mais on va peu l'utiliser. Ce qui va plutôt nous permettre d'emmener ceci. Regardez bien. Le théorème de l'énergie cinétique. On peut le voir comme la variation de l'énergie cinétique. La somme des travaux est égale à la différence d'énergie cinétique. C'est une belle forme, ça. Vous pouvez l'utiliser. On peut aussi le voir suivant la variation de l'énergie mécanique. La somme des travaux non conservateurs est égale à la variation de l'énergie mécanique. Je l'aime, cette forme est utilisable, mais allez préférer l'autre. Ça va être l'énergie mécanique initiale d'origine plus la somme des travaux non conservateurs va être égale à l'énergie mécanique finale. Cette forme-là, c'est quoi? C'est la forme de la conservation de l'énergie globale. À votre point A, vous fournissez des travaux non conservateurs et vous allez trouver l'énergie mécanique rendue à un point B. Donc les deux formes qu'on va utiliser, c'est cette forme-là et cette forme-là. Celle du milieu, la deuxième forme est équivalente à la troisième. Ça, c'est super, méga intéressant. Je vous dirais, je préfère la troisième. Et avec la troisième, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et on va faire cet exemple. Alors, cet exemple, il va être assez long. Bon. Ah, on va juste enlever le dessin. On va aller prendre cet exemple. On va le mettre là. On va effacer ceci. Alors, je vais juste changer de valeur parce que je me suis aperçu sinon ça redescendait pas comme je voulais. Donc, on va les mettre un K. Donc, on fait juste un petit changement de valeur. Oups. Là, j'ai déplacé. Voilà. Donc, on écrit. Voilà, je veux dessiner. Ok, il ne veut pas dessiner. Ah, il faut que je mette dessin. On va aller prendre un K. Donc, on va changer la valeur du K. Et on va prendre un K qui va être égal à 200 au lieu de 50. 200 Newton-mètres. Et on va prendre une masse qui vaut 1,2 kg. Voilà les deux changements que je vous fais. Les calculs fonctionnent mieux que si on gardait ces valeurs de départ. Pour pouvoir résoudre ce problème, on va toujours utiliser la forme l'énergie mécanique initiale plus la somme des travaux non conservateurs va être égale à l'énergie mécanique finale. Et vous voyez, ça c'est quand vous pouvez utiliser ceci dans un problème, utilisez-le. C'est super méga pratique. Beaucoup plus que la deuxième loi Newton. En fait, c'est une utilisation de la deuxième loi Newton. Et vous comprenez que la conservation de l'énergie, on peut démontrer la deuxième loi Newton avec. Bon. Alors, allons-y. Première question. Le bloc glisse de 50 cm vers le haut avant de s'arrêter. Quelle est la force de frottement? Faisons-nous un petit dessin. Donc, initialement, j'ai mon ressort qui est comprimé. Je mets mon point A. Je vais poser, pour tout le problème, que le point A, ça va être le point le plus bas, il va être à 0 m. Il ne faut pas oublier qu'on doit se poser une référence. Comme on est en énergie, on ne s'embête pas, x, y, comme ceci. Et le déplacement, vous pourriez le voir comme étant un déplacement suivant x', y'. Voilà. Je vais marquer maintenant ma position finale. Ma position finale, ça va être le point B. Et j'ai eu un déplacement de 50 cm en x'. Voilà. Donc, allons-y. Écrivons le théorème de l'énergie cinétique. L'énergie mécanique du point A plus le travail des forces non conservatrices. Donc, si on voulait mettre les forces, vous avez la normale,
Vous avez le poids, vous avez la force de frottement et vous avez la force du ressort. Vous avez 4 forces. Donc ici, le poids et la force du ressort vont faire partie de l'énergie mécanique, c'est des forces conservatrices. La normale ne va pas travailler, il ne restera plus que le travail de la force de frottement. Vous voyez, c'est super avantageux. Ça est égal à quoi? À l'énergie mécanique au point B. L'énergie mécanique du point A. Donc maintenant, on réfléchit. L'énergie mécanique, c'est composé quoi? C'est composé de l'énergie cinétique. Au point A, il n'y a pas de vitesse. Donc, pour l'énergie cinétique, ça vaut 0. Pour l'énergie potentielle de gravité, on a défini notre point A comme étant notre point de repère HA égale 0, donc il n'a pas d'énergie potentielle de gravité. Par contre, il va bien avoir une énergie potentielle due au ressort qui vaudra 1/2 fois la valeur de K, et la compression qui est en X' vaut 20 cm, donc fois 0,2 au carré. Donc ça, c'est mon énergie mécanique totale au départ. Le travail de la force de frottement, c'est ce qu'on va vouloir chercher. Et maintenant, on écrit l'énergie mécanique au point B. Donc, l'énergie cinétique vaut 0. L'énergie potentielle, là, on peut la calculer. Ça vaudra la masse, 1/2 fois 9,8. Et quelle est la hauteur atteinte? 0,5 fois le sinus ici de l'angle. On nous donne 37 degrés. Donc, fois sinus de 37. Voilà. Et y a-t-il le travail, y a-t-il le ressort? Non, il n'y a plus d'énergie potentielle du ressort. Le ressort n'agit plus au point B sur la masse. Donc finalement, si on fait le calcul, l'énergie mécanique au point A, ça vaut 4, plus le travail de la force de frottement. Et on fait le calcul pour l'énergie mécanique au point B, ça vaut 3,539. Donc, le travail de la force de frottement, il a été enlevé de l'énergie à notre masse. Donc, c'est pour ça que c'est un travail qui est négatif. Ça vaut moins 0,461 joules. Maintenant, que vaut la force de frottement? La force de frottement, ça est égal à son travail. Donc, 0,461 divisé par la distance qu'on a parcourue. La distance qu'on a parcourue, ça vaut 0,5. Donc, ce qui va nous donner, et là je viens de m'apercevoir que j'avais fait une petite faute dans ma correction, donc on va devoir refaire tous les calculs, c'est pas très grave, 0,461 divisé par 0,5, donc ça va donner une force de 0,922 newtons. Et parce que la distance parcourue était de 0,5. Donc on trouve une force de frottement qui vaut 0,922. Ok, on vient de répondre à la première question. Voilà. Bon. Donc on va effacer tout ça. Je vais effacer. Une gomme moyenne. Allons-y pour l'effacement. Bon, là, il ne veut plus effacer. Ouais, 49 minutes commence à fatiguer, mais on a quasiment fini. Bon. J'aurais dû faire une diapo suivante. C'est d'ailleurs ce que je vais aller faire. Ça va être plus rapide, ça va être plus propre.
je suis plus en dessin, me mettre plus en gomme, voilà, tu me fais copier ça. Hop. Nouvelle diapositive, je te colle ça. Enlève-moi les idées de conception. C'est ça de travailler en direct. Dupliquer la diapositive, parfait, toc, merci, et tu peux partir. Voilà, bon, parfait, on va juste se remarquer là quelques valeurs. Alors, donc, on avait notre, c'est bon, on est en dessin, notre K qui valait 200 tonnes par mètre, on avait notre masse qui valait 1,2 kg. Et à la première question, on a été trouvé finalement la force de frottement. On a trouvé l'énergie mécanique du point A. On va le retenir parce qu'on en aura besoin plus tard, c'était 4 joules. On a l'énergie mécanique et on a trouvé la force de frottement qui valait 0,922 newtons. Ok. Deuxième question. Quelle est la vitesse de la masse quand elle quitte le ressort? Toujours notre point A. Le point final maintenant, ça va être rendu le point C. Quand est-ce que ça quitte? Ça va quitter quand ça va parcourir ici 20 cm. Pourquoi on peut l'affirmer? Tout simplement, c'est quand le ressort va atteindre son équilibre. S'il continue, la force du ressort va s'inverser. Donc elle a la masse, au départ, le ressort pousse la masse, puis après, le ressort revient comme ça. Donc la masse, elle est d'abord poussée jusqu'à 2 cm, puis après, elle continue, puis le ressort, il repart. Donc on sait que quand il quitte le ressort, ça va être à 2 cm. Qu'est-ce qu'on peut marquer? L'énergie mécanique du point A plus le travail de la force de frottement va être égal à l'énergie mécanique du point C. L'énergie mécanique du point A, on le connaît. L'énergie, maintenant, donc c'est là où je vous ai dit que je dois refaire quelques calculs. Alors, donc 4 moins la force de frottement, 0,923. La distance parcourue, 20 cm. Donc, on a une perte d'énergie. Maintenant, l'énergie mécanique du point C. Est-ce qu'il a une énergie cinétique? Oui. 1/2 de la masse fois la vitesse au point C au carré. Est-ce qu'il a une énergie potentielle? Oui, il atteint la hauteur de C. Donc, 1/2 fois 9,8 fois la hauteur de C. La hauteur de C, c'est 0,2 sinus de 37. À cause du 37 qui est ici. Est-ce qu'il a une énergie potentielle due au ressort? Non, le ressort n'agit plus sur lui. Donc finalement, qu'est-ce qu'on trouve? On peut trouver d'abord l'énergie mécanique du point C. Donc on fait 4 moins 0,923 fois 0,2. Au point C, on est rendu avec une énergie mécanique de 3,8154. Maintenant, que vaut 1/2 fois 0,2, ça va donner 0,6 au carré, V carré. Que vaut l'énergie potentielle? 1/2, 0,6 V au carré, plus, on fait le calcul, 1,2 fois 9,8 fois 0,2 fois sinus de 37, c'est l'énergie potentielle. Il a une énergie potentielle de gravité de 1,41, plus 1,41. Donc ça fait
3,8154 moins 1,4154. 3,8154 moins 1,4154. Ça a donné 2,4 ici. Ça est égal à 0,6 V carré. Donc on divise 2,4 par 0,6, ça donne 4. On fait la racine de 4, donc la vitesse va être égale à 2 mètres par seconde. Tac. Et voilà comment on a pu trouver. Donc vous voyez, finalement, c'est assez rapide comme résultat. Oups. Parfait. Arrête-moi de dessiner. Voilà. Bon. Dernier point. Alors là, la dernière question, elle est plutôt balèze. Bien sûr, je l'avais bien préparée, mais comme je me suis trompé dans la force de frottement, faut tout recommencer. J'ai mon blanc qui vient de lâcher. Ouh, on a fini, on termine. Alors, ok. Essayons de comprendre la question. Je vais aller à mon point A. Qu'est-ce que je vais monter? Je vais d'abord monter jusqu'à mon point B, puis ensuite je vais redescendre. Comme je perds de l'énergie due au frottement, je ne vais pas redescendre jusqu'à mon point A, je vais redescendre jusqu'à un point D. Ici, je suis monté de combien? Je suis monté de 0,5 cm. Mais je suis redescendu de combien? Je redescends des 30 cm qui me séparent de mon ressort, plus d'une certaine petite compression que je vais appeler X'. La distance entre A et D, c'est quoi? Bah, c'est 0,2 moins X'. Voilà. Donc à partir de là, on doit aller faire les calculs. Là, c'est un petit peu plus difficile. L'énergie mécanique du point A plus le travail de la force de frottement va être égal à l'énergie mécanique du point D. Vous remarquez que je vous ai pris le point B pour vous expliquer, mais aucune importance avec l'énergie. On part de la position A et on se rend à la position D directement. L'énergie mécanique du point A, on l'avait calculé, ça vaut 4. Le travail du frottement. Première partie, le frottement va entre A et B. Donc on avait vu que notre frottement vaut 0,922. Donc ça fait 0,922 fois 50 cm. Ensuite, la deuxième partie. Pour retourner jusqu'au ressort, on fait 30 cm. Et enfin, on a une compression X', il ne faut surtout pas l'oublier. Donc on va avoir un frottement durant la compression, 922 X'. Voilà. Bon. Ça, c'était le travail de la force de frottement. L'énergie mécanique au point D, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une vitesse? Non. On est rendu à la compression, ça va s'arrêter. Donc on n'a plus de vitesse, donc on n'a pas d'énergie cinétique au point D. Est-ce qu'on a une énergie potentielle de gravité? Oui. Énergie potentielle de gravité, 1,5 fois 9,8 fois la hauteur. La hauteur atteinte, c'est quoi? C'est 0,2 moins X' sinus de 37. Donc c'est la distance qui sépare entre A et D, sinus de 37. Et a-t-on une énergie potentielle de ressort? Oui, plus 1,5 de K fois X'. Donc là, on s'accroche, on fait les calculs. Donc 4 moins 0,922 fois 0,5 moins 0,922 fois 0,3. Donc ça va nous donner 3,922
26, 24, moins 0,922 x'. L'énergie potentielle 1,5 fois 9,8 fois 0,2 fois sinus de 37, il ne faut surtout pas l'oublier. Donc là, ça donne 1,4155. Le nouveau exprime 1,2, c'est 1,2, oui, 1,2 fois 9,8 fois sinus de 37. Donc ça fait moins 7,0773 x' plus 1,5 fois 2. Le K vaut 200, je ne sais pas pourquoi, oui, je l'ai mal dessiné. Donc 1,5 fois 200, donc plus 100 x' au carré. Là, on regroupe tout d'un côté. Donc, mettons tout à gauche. 3,2624 moins 1,4155. Donc 3,2624 moins 1,4155. Ça va vous donner 1,8469. Maintenant, le x', qu'est-ce qu'on a? On a moins 0,922 x'. Et on lui rajoute le 7, donc ça va me donner quelque chose de positif. Donc 7,0773 moins 0,922, on va avoir plus 5,6553 x', moins 100 x' au carré. Il ne fallait pas oublier que ici c'était au carré. 1/2 de kx carré. Donc moins 100 x' au carré égale 0. Équation du deuxième ordre qu'on va aller rentrer. Donc on va juste la calculer. Voilà, j'avais résolu l'équation. Donc on y va. Donc on reprend juste nos valeurs. En x2, on a moins 100. En x', on a 6,15, donc c'est 6,15 53. Et après, on a 1,8469. 1,8469. On calcule les solutions. Donc, qu'est-ce qui nous donne? OK. Bon. Donc, on a la valeur d'un discriminant. Alors, la racine du discriminant, on va aller tout de suite la trouver. Donc, 2 fois racine de 194,169. Donc, ça vaut la racine de 27,86. Bon, dans les deux solutions, on va avoir une solution qui est positive. Donc, on va prendre la première. Donc, on va faire moins 6,1553 moins, donc 6,1553 moins 27,86. On divise par 200 et on trouve une compression de 0,17 mètres. Donc, en fait, ici, on a une nouvelle compression x' qui vaut 17 cm. On vient de terminer un gros problème. Ce problème-là est le plus gros problème difficile que vous pouvez avoir dans un examen. Donc, vous pouvez tout à fait l'avoir, hein, c'est de niveau 3. C'est vraiment un problème de niveau cégep. Vous voyez qu'il faut faire très 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 attention parce que c'est le genre de problème où une erreur de calcul est très vite arrivée. Donc, dans ces cas-là, il faut faire une excellente présentation. Pourquoi? Parce que comme une erreur de calcul est très vite arrivée, si vous mettez juste votre résultat, moi, je ne peux pas évaluer. Donc, dans un examen intermédiaire ou dans un examen final, il faut vraiment expliquer
toute votre démarche. Et vous voyez que dans ma démarche, j'avais préparé ma démarche avant de commencer. Sans faire attention, j'avais oublié un sinus. J'ai été obligé de refaire la démarche en direct avec vous. Bon, je trouve 17 cm. Je pense pas qu'il y ait une erreur de calcul. Peut-être que quelqu'un, en refaisant le problème, verra qu'il y a une erreur de calcul. Je note toutefois que je trouve 17 cm. 17 cm, c'est inférieur aux 20 cm, donc ça paraît logique comme résultat. Tout à l'heure, j'avais trouvé 13 cm, donc ça me paraissait aussi logique. C'est juste ma force de frottement était plus élevée que 0,9. Bon, c'est pas plus grave que ça. On termine l'énergie cinétique de rotation. Oui, on a parlé de translation, mais si on a une rotation aussi. Donc quand vous avez un objet qui est en rotation, vous n'avez pas directement de vitesse. Donc l'énergie cinétique. Alors l'énergie cinétique de translation, on l'a vu, c'est 1/2 de mv carré. Bah là, on ne s'embête pas. S'il y a de la rotation, c'est 1/2. L'équivalent de la masse, c'est le moment d'inertie, et l'équivalent de la vitesse, c'est la vitesse angulaire. Donc quand vous avez de la translation, 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Quand vous avez simplement de la rotation, 1/2 de I oméga carré. Et si vous avez quelque chose qui roule, c'est une translation avec une rotation. Donc c'est 1/2 de mv carré plus 1/2 de I oméga carré. Résumé très très important de la matière, 5 minutes, ce que vous avez besoin de retenir. Vous devez savoir calculer le travail. Force, produit scalaire d'un déplacement. Vous devez savoir calculer une puissance. Puissance moyenne travail divisé par le temps, puissance instantanée, force, produit scalaire de la vitesse. Vous avez à connaître le travail des différentes forces qu'on a rencontrées et vous avez utilisé le théorème de l'énergie cinétique. Vous l'utilisez sous deux formes. Sa première forme d'énergie cinétique, la somme de tous les travaux, donc de toutes les forces, est égale à la différence d'énergie cinétique. Ou alors, la forme que je préfère, la forme qui est mieux, qu'on voit la conservation de l'énergie, l'énergie mécanique initiale, plus le travail des forces non conservatrices, donc souvent c'est le frottement, ou une force F, est égal à l'énergie mécanique finale. Dans les problèmes d'énergie, souvent les normales, à part s'il y a deux masses qui se poussent, ou là il y a la normale qui pousse, bah là elle va travailler, mais la normale ne va pas travailler, et les forces centripètes ne vont pas travailler aussi. Ça c'est cool. Dans l'énergie, il n'y a pas trop de forces centripètes. Pour calculer une énergie mécanique, il y a deux types d'énergie. Il y a l'énergie cinétique. Donc, vous réfléchissez, est-ce que j'ai de la translation? 1/2 de mv carré initiale. Est-ce que j'ai de la rotation initiale? Donc ça, c'est l'énergie cinétique. Est-ce que j'ai une translation? Oui, 1/2 de mv carré. Est-ce que j'ai une rotation? Oui, 1/2 de I oméga carré. Bon, bah, translation plus rotation, j'ai quelque chose qui est en train de rouler. Ça, c'est votre énergie cinétique. Pour vos énergies potentielles, vous avez l'énergie potentielle de gravité, allez regarder, et vous avez l'énergie potentielle d'un ressort. C'est les 4 choses que vous avez à regarder dans l'énergie mécanique. Ça va être très rare que vous aurez les 4 en même temps. Et très souvent, il y en a une ou deux qui s'annulent. Dès que vous êtes détaché du ressort, il n'y a plus d'énergie potentielle du ressort. Souvent, vous avez juste une translation. Bon, bah, vous n'avez pas d'énergie cinétique de rotation, etc., etc. Dès que vous pouvez utiliser cette formule-là, utilisez-la. Elle est vraiment très, 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 très pratique. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. C'est ce qui termine cette longue vidéo de théorie. Donc 1h10 de vidéo, mais c'est l'entièreté du chapitre sur l'énergie.
Il nous reste juste un chapitre à voir qui est les interactions. Croyez-moi, le troisième examen, la partie sur l'énergie, est souvent la préférée des étudiants parce que c'est vraiment, cette partie-là est plus simple que la dynamique en elle-même. Parce que vous voyez, on n'a pas travaillé en X ou en Y. Donc voilà.